sur les 3 285 milliards d'euros d'aide publique annoncés par les partenaires techniques et financiers. À la date d'aujourd'hui, 71% ont été engagés, dont 51% décaissés. L'information de taille a été donnée à l'ouverture de la revue budgétaire conjointe gouvernement et partenaires tenue ici à Bamako. Assemblée nationale, question d'actualité, les députés s'informent des questions, beaucoup de questions sur la stratégie de lutte du gouvernement contre le virus Ebola et le déroulement du RAVEC. Le centre de santé de Kanadjigila porte désormais le nom de l'icône de la lutte contre l'apartheid de Nelson Mandela. Le centre a été officiellement inauguré par Madame Keïta Aminata Meiga, épouse du président de la République. Nous sommes vendredi 5 décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Assemblée nationale, nous prenons tout de suite la direction de l'Assemblée nationale où se déroulent des questions d'actualité, la lutte contre Ebola et la sensibilisation pour le RAVEC ont figuré en bonne place lors de la session plénière d'hier déjà. Et à propos de la lutte contre le virus Ebola, les députés ont posé des questions relatives au fonctionnement des cliniques, le contrôle aux frontières. Quant au recensement administratif à vocation d'état civil, les députés ont insisté sur les difficultés d'ordre logistique qu'entrave dans les communes non électrifiées le RAVEC. Le gouvernement, avec en tête le Premier ministre Moussa Mara, a été présent tout le long de la séance, nous dit notre reporter Mahamadou Doumbia. Les questions d'actualité qui étaient à l'ordre du jour de cette séance plénière de l'Assemblée nationale concernaient naturellement Ebola et le RAVEC, le recensement administratif à vocation état civil pour les prochaines élections communales de 2015. En termes de questionnement sur Ebola, les députés ont voulu en savoir davantage. Avec la prolifération des cliniques depuis l'introduction du virus Ebola, n'est-il pas temps de faire des audits relatifs au bon suivi des malades, la transparence et la rigueur hygiénique au sein de ces structures? Il y a beaucoup de dégâts qui se passent à longueur de journée concernant ces cliniques-là. Moi, je demanderai au gouvernement, comme l'éducation est en train de le faire actuellement, ils sont en train de faire l'audit des écoles. Il en est de même pour la santé. Bien entendu, nous y verrons, parce que nous avons fait un peu le même exercice par rapport aux structures de formation en santé, et nous ferons l'exercice. Le contrôle des structures privées de santé est dans nos prérogatives. Nous procédons à des inspections au sein de ces structures, mais nous allons multiplier les inspections effectivement pour tenir compte de vos préoccupations. L'utilisation abusive des détergents qui se vendent aujourd'hui comme des petits pains ne constitue-t-il pas un autre problème de santé publique à la longue? Comment un malade a-t-il pu franchir la frontière et séjourner dans une clinique jadis d'une si grande notoriété, ont-ils ajouté? Quand les gens viennent au niveau de la frontière, ils arrivent, ils restent là jusqu'à 6 h du matin. Quand on les libère, ils se trouvent que vos équipes ne sont pas là. Ils viennent à 11 h et ils partent à 17 h. Donc pendant tout ce temps, vous pensez que vous avez mis des équipes en place, dynamiques, mais ces équipes ne sont pas là. Les Guinéens aussi, souvent, j'ai compris que plus souvent ils viennent au Mali pour se faire soigner. C'est une situation que nous n'avons pas condamnée. Mais quand ils demandent pourquoi, sachant qu'ils viennent de Guinée, on ne fait pas le prélèvement, bon, c'est une interrogation légitime que je partage moi-même. Pour le recensement administratif en vocation état civil et RAVEC, les députés à l'unanimité y ont adhéré. Cependant, des points d'ombre existent et qu'il faut corriger, comme par exemple l'état des batteries, l'insuffisance ou le manque d'électricité dans certaines localités reculées et le plus grave, le fait de refuser de se faire recenser. L'identification de la population, c'est le fondement même de l'État. Si nous ne maîtrisons pas la population, si nous ne l'identifions pas de manière certaine et rigoureuse, les politiques publiques arriveront difficilement à atteindre leur cible. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'insécurité, la recherche de la justice seront difficilement effectifs dans notre pays. Rappelons que les projets de loi relatifs au développement rural, à l'éducation et à l'emploi ont été renvoyés à la prochaine session de l'Assemblée nationale pour complément d'information. Nous ouvrons à présent la page Ebola de ce journal.
Sans transition donc, un laboratoire, le Mali, notre pays, a désormais un laboratoire mobile pour la détection du virus Ebola. Grâce à ces nouveaux équipements mis à disposition par la République fédérale d'Allemagne, le diagnostic peut être établi en moins de 3 heures. Et le projet d'équipement et de formation de 577 millions est basé au centre d'infectiologie Charles Meurieux. La cérémonie de présentation a eu lieu en présence de nombreuses personnalités. Compte rendu signé Moïse Traoré. À Bamako, le diagnostic de la maladie à virus Ebola peut s'établir en moins de 3 heures. Le laboratoire mobile mis à disposition par l'Allemagne en a les compétences. C'est un avantage extraordinaire pour le Mali parce que ce laboratoire répond aux mêmes normes que les laboratoires qui sont utilisés au niveau européen. Le projet de 577 millions est porté par l'Institut de microbiologie et représentant les forces allemandes dans la recherche, l'éducation et la formation. Devant l'ambassadeur d'Allemagne au Mali et son collègue français, le médecin-colonel Dr Roman Wolfel explique que le labo dispose de techniques sécurisées de prélèvement d'échantillons et de simulation de crise. Ces nouveaux équipements renforcent le système de santé malien dans sa réponse à d'autres maladies hautement infectieuses. Au lieu d'aller courir chercher les prélèvements, c'est le laboratoire qui va courir pour aller vers les prélèvements. Si on ne se positionne pas à moyen et long terme, le virus risquera de gagner du terrain sur nous. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays voisins, il y a des pays où l'épidémie est en train d'évoluer en dents de scie. Il y a des pays où on dit que l'épidémie est en train de réduire, mais en fait c'est un plateau. Et il y a des pays où la courbe est en train d'évoluer crescendo. Le projet comprend la formation des professionnels en vue du renforcement du système malien sur le long terme. La signature d'un protocole d'accord entre les différentes parties a mis fin à la cérémonie. Comme d'habitude, le reste des sujets Ebola se résumait ce soir par Mohamed Ould Mamouni. Le centre secondaire d'état civil de Bakadadji et le comité de coordination des actions pour le développement COADEB s'engagent à former et à sensibiliser les populations sur la maladie à virus Ebola. Ils viennent d'initier une formation à l'endroit des femmes. Une 50aine de personnes prennent part à la formation. La Fondation Orange Mali s'implique dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Elle a offert des kits d'hygiène d'une valeur de 6 millions de francs CFA. C'était à Caille au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de région. À Mopti, le projet USAID Nutrition et Hygiène mis en œuvre par Care Mali International au Mali vient d'organiser à Djenné une journée de mobilisation sociale autour de la pratique du lavage des mains au savon. Le seul moyen, selon les organisateurs, pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola. La population a été largement informée sur les moyens de prévention de cette maladie. L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement comme moyen de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola en milieu scolaire, c'est le thème d'une journée d'échange initiée par WaterAid hier jeudi. Il s'agissait d'approfondir la réflexion autour de la problématique avec les acteurs et partenaires de l'école ainsi que le service technique de l'assainissement. Situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date d'aujourd'hui, vendredi 5 décembre. Ce jour, vendredi 5 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. Un cas confirmé est toujours en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveau cas confirmé ce jour, 0 suspect ce jour. Le cas suspect enregistré hier jeudi 4 décembre a été testé négatif ce jour. Levé de suivi sur 33 personnes contacts. Le nombre de personnes contacts est de 28. Le nombre de contacts non vus est de 2, soit un taux de suivi de 92,59%. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 25. Un cas guéri et libéré le vendredi 28 novembre
2014. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tout signe pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. L'actualité sur un tout autre plan, les élus ont voté des projets de loi, l'une sur la création d'une agence des énergies renouvelables et l'autre loi sur la ratification d'une ordonnance relative à la ratification de l'accord de financement d'un projet de développement de compétences et l'emploi jeune. Ibrahima Tchokari était présent à l'hémicycle. L'Assemblée a adopté en vote groupé à l'unanimité des 130 votants deux projets de loi. Le premier porte sur la création d'une agence des énergies renouvelables. Cette loi permettra d'accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale d'électricité. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont perçues comme une source alternative. Le gouvernement du Mali a décidé d'adopter une stratégie de changement énergétique. Ce changement qui nous oriente vers les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables qui sont disponibles sur notre territoire. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous sommes dans un pays où le coût, en tout cas de l'énergie, est aujourd'hui extrêmement élevé parce que notre énergie aujourd'hui, production énergétique est basée sur le thermique. Et quand nous parlons aujourd'hui donc de la création d'une agence pour le développement des énergies renouvelables, ça ne peut être qu'une grande satisfaction pour moi. Vous savez bien que le Mali dispose d'importantes potentialités en ressources énergétiques renouvelables, dont les principales sources sont le soleil, le vent, l'eau et la biomasse. Le second projet de loi adopté par les élus porte sur l'abrogation d'une ordonnance portant création d'un fonds de développement des énergies renouvelables. L'abrogation de cette ordonnance s'explique par le fait que le fonds de développement des énergies renouvelables n'a jamais été alimenté. Autre projet de loi voté par les parlementaires à 121 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ce projet porte sur la ratification de l'ordonnance d'octobre dernier. Cette ordonnance autorise la ratification de l'accord de financement relatif au projet de développement des compétences et des emplois jeunes. Pour le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, le projet va contribuer à renforcer les efforts de lutte contre le chômage des jeunes. Il va aussi améliorer la qualification des jeunes à travers un appui à la formation technique et professionnelle. L'autre titre phare de ce journal, le centre de santé Nelson Mandela a été officiellement inauguré aujourd'hui, cet après-midi, par l'épouse du président de la République, Madame Keïta Aminata Meiga. Ce centre qui se trouve à Kanadjigila, dans la rue Bienfaisance, sur la route de Samaya, pour ceux qui connaissent Bamako, est une initiative de l'association humanitaire de l'enfance franco-malienne. Et le centre a coûté plus de 80 millions de nos francs. Kadia Toukone était présente. Le 5 décembre 2013, c'est toute l'Afrique qui a perdu un grand homme, Nelson Mandela. Pour la commémoration de la première année de sa disparition, l'Association humanitaire de l'enfance franco-malienne a choisi le nom de l'ancien président sud-africain pour son centre de santé qui a été officiellement inauguré par Keïta Aminata Meiga, l'épouse du président de la République. Notre objectif dans cette démarche est sans but lucratif. Une démarche à vocation sociale.
de façon à réduire la précarité au niveau de santé et à tout point de vue dans cette localité du Mali. La vitalité de ce pays dépend de la santé dans un environnement sain. Le Mali et l'Afrique du Sud ont toujours eu de très bonnes relations depuis la fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. C'est pourquoi l'ambassadeur de la République sud-africaine au Mali a salué l'initiative. C'est un plaisir pour moi d'être là. L'ouverture de ces centres de santé, je suis aussi content que ce centre porte le nom de notre fameux compatriote Nelson Mandela, un an après son décès. Cette cérémonie arrive donc au bon moment. L'épouse du président de la République, après la visite du centre de santé Nelson Mandela, se dit très fière de la réalisation. C'est une réalisation qu'il faut aider, qu'il faut encourager, mais tout d'abord je voudrais remercier les initiateurs de ce projet pour m'avoir invité à présider cette cérémonie et surtout à avoir lié mon nom à celui de notre regretté Nelson Mandela, que j'ai eu la chance de connaître. C'est vrai que sa première visite, il est venu au Mali. Un homme qui a créé une fondation pour venir en aide aux démunis. Donc c'est tout à fait normal que ce centre porte son nom. Et je sais qu'il serait content d'être là aujourd'hui. Il nous voit et il est très content de ce qui se passe ici. De telles structures doivent être encouragées parce que c'est près de la population. Ça développe une médecine de proximité. Donc moi je les encourage, je les félicite. Je serai à côté d'eux. Il fallait commencer. Ils l'ont fait. Bravo. On va les encourager, on va les aider, on va les appuyer dans la mesure du possible de nos moyens. Nelson Mandela est bien parti et nous sommes tous fiers de lui. Je crois qu'on ne cessera jamais de dire combien il a été important pour toute l'humanité. Parce qu'avoir été emprisonné si longtemps, ressortir, pardonner, et je crois que ça doit donner aussi des leçons à tout le monde, mais du courage à nous, au Mali, aux Maliens, pour qu'on se réconcilie. Le centre de santé Nelson Mandela a une capacité de 120 consultations par semaine et comprend une salle de consultation, une salle de gynécologie, du matériel d'échographie, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, entre autres. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce matin la journée internationale du volontariat. Et c'est une journée célébrée le 5 décembre de chaque année, organisée par le Centre national de promotion du volontariat. Cette année, le thème retenu est la participation populaire. Moussa Fani, compte rendu. Les jeunes volontaires contribuent à la participation citoyenne et à la cohésion au sein des communautés, selon le directeur du Centre national de promotion du volontariat au Mali. Cette année, la thématique, c'est la participation populaire. Cette participation populaire est vue sous 3 dimensions. C'est d'abord l'inclusion sociale du volontariat. Le volontariat, c'est une mission de sacerdoce qui, en fait, va vers une inclusion sociale. La deuxième dimension, c'est la proximité communautaire. Donc le volontaire est près des communautés pour les servir. Et la troisième dimension, c'est l'altruisme du volontaire. C'est donc son engagement citoyen. Et c'est tout le sens d'ailleurs de la contribution de cette thématique aux efforts du ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne. C'est l'occasion de remercier les nombreux bénévoles qui agissent dans cet esprit de don et d'encourager les autres à suivre leur exemple. Lorsqu'un tremblement de terre détruit des maisons, des volontaires sont là pour prouver que la solidarité humaine, elle, résiste au choc. Lorsque des pilleurs tentent de s'emparer d'un patrimoine culturel, des volontaires sont là pour préserver ces trésors collectifs. Depuis 2011, le Centre national de promotion du volontariat mobilise plus de 150 volontaires par an sur l'ensemble du territoire national. Pour les ministres en charge de la jeunesse, le volontariat est l'expression du don de soi, un engagement à servir sa patrie et à se rendre utile pour sa communauté. Le volontariat est une solution pratique qui permet ainsi d'aborder les problèmes de développement à la base et contribue par la même occasion à accélérer la résolution des problèmes complexes, multidimensionnels auxquels les jeunes Africains et ceux du Mali sont confrontés.
Le gouvernement ambitionne aujourd'hui de pérenniser ce programme et de mobiliser plusieurs autres volontaires nationaux dans les années à venir, et notamment pour la consolidation de la paix dans le pays et particulièrement dans les régions nord. Il faut souligner que la Journée internationale du volontariat est instaurée au niveau international depuis 1985. Elle permet aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle. Le gouvernement de la République populaire de Chine appuie l'armée malienne en équipement et il vient d'offrir de tenues militaires à notre armée d'une valeur d'1,6 milliard de francs CFA. La remise et la signature de l'acte ont eu lieu ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. Notre reporter Al Jumatina était présent. Le gouvernement chinois met à la disposition de l'armée malienne un important lot de tenues militaires. C'est donc d'une valeur de 20 millions de yuan, soit 1,6 milliard de francs CFA, témoigne de l'excellente coopération entre le Mali et la République populaire de Chine. Cet appui fait suite aux accords d'assistance en matière logistique militaire, signés en mars et août 2013. La coopération entre notre pays et deux armées constitue un volet important de la coopération traditionnelle sino-malienne. Au fil des années, la Chine se trouve toujours à côté du Mali pour l'accompagner au moment où le Mali est confronté à des difficultés. Ces équipements appuieront l'armée malienne à réussir ses missions. Une donation qui rallonge désormais les appuis multiformes du gouvernement chinois à l'endroit de notre armée. La République populaire de Chine, depuis toujours, a su être présente aux côtés de notre pays et de ses forces armées en nous apportant l'expertise et le savoir-faire de son personnel militaire dans le domaine des transmissions et télécommunications en renforçant les capacités opérationnelles de nos forces. Elle participe à travers le déploiement d'un contingent à la MINUSMA. À en croire le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Mali, son pays restera déterminé à poursuivre et approfondir sa coopération militaire avec le Mali. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe a tenu sa 13e session de son conseil d'administration. La situation financière de la structure, le rapport d'activité 2014 et les perspectives 2015 sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre des administrateurs de l'école. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est un compte rendu signé Agali Aguissa. 13e du genre, ce conseil d'administration passe au pain fin les activités de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe. Au titre de l'année 2014, l'école a abrité plusieurs activités allant dans le sens du maintien de la paix. Depuis le dernier conseil d'administration tenu le 5 juin 2014, l'école est entrée dans une nouvelle dynamique marquée par la conduite d'une campagne d'explication du savoir-faire de l'établissement à la communauté internationale. Présente au Mali, mais aussi au gouvernement et aux organisations de la société civile du Mali. Le gouvernement entend consolider ses actions pour contribuer à la performance des forces armées et de sécurité. Le gouvernement du Mali prévoit en 2015 une augmentation de sa contribution au profit de l'école. Cette augmentation sera essentiellement consacrée aux travaux d'infrastructure, notamment à l'entretien des bâtiments et aussi au financement des actions de formation au profit des écoles militaires et des universités du Mali. Un effort sera également fait pour la formation des membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réintégration et celle chargée de la réforme du secteur de sécurité. L'école a été renforcée en ressources humaines de qualité et je puis solennellement rassurer que le département veillera à toujours examiner avec intérêt toutes les demandes qui seront formulées dans ce sens. Les administrateurs devront faire le point de la situation financière de l'école afin d'adopter le budget 2015. Outre les administrateurs, les représentants d'autres pays observateurs prennent part à la rencontre. De l'économie dans ce journal, sur les 3 285 milliards d'euros d'aide publique annoncée par les partenaires techniques et financiers, 73% ont été engagés, sur lesquels 51% ont été décaissés. C'est l'une des informations de taille données à l'ouverture de la revue budgétaire conjointe tenue hier jeudi ici à Bamako, une revue qui favorisera la mise en œuvre des réformes de politique économique nécessaires au redressement de notre économie. Mamourou Sidibé, compte rendu.
Il est de tradition pour le Mali et ses partenaires techniques et financiers d'organiser la revue budgétaire conjointe. C'est là pour échanger sur la politique budgétaire et son financement. Cette revue est l'occasion de discuter des questions prioritaires nécessaires pour la relance de l'économie nationale, tout en consolidant les acquis. Parmi ces questions prioritaires proposées au débat, vous me permettrez de citer, entre autres, l'état de mise en œuvre du budget 2014 et les orientations du budget de l'État pour l'année 2015, les réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer la gestion des finances publiques, les effets et défis de la mobilisation des annonces de contribution faites à Bruxelles le 15 mai 2013, la matrice des déclencheurs de l'appui budgétaire général et le point des discussions sur la première et deuxième revue du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Aussi, l'exécution du budget 2013 et du budget 2014 à mi-parcours ainsi que le projet de budget 2015 ont été examinés. Le budget 2013, en termes de recettes, il était prévu 1190 milliards. Le 31 décembre 2013, donc on a eu un niveau de réalisation de 1151 milliards, soit 96,7% d'exécution. Les travaux de cette 8e revue budgétaire conjointe se sont déroulés en 2 phases. La première journée consacrée à la session technique et la deuxième journée à la session politique. La clôture, c'était donc tout à l'heure et la bonne nouvelle vient de tomber à l'issue des travaux de la revue budgétaire conjointe 2014 de l'appui budgétaire général. Les partenaires techniques et financiers viennent de réaffirmer leur soutien au Mali au titre de l'année 2015. À titre indicatif, l'appui budgétaire général sera de 95,14 milliards de francs CFA. Les détails dans nos éditions de demain, ça sera avec Nyanya Aliou Traoré. L'enquête sur le baromètre de conjoncture de l'entreprise du Mali a été rendue publique par l'Institut africain de l'entreprise. Une enquête menée sous ordre du Conseil national du patronat du Mali. La cérémonie a eu lieu dans la salle Moussa Bala Koulibaly du patronat. Compte rendu Isaac Tcheno. Il s'agit par cet exercice de restituer cette enquête menée par l'Institut africain de l'entreprise sur la conjoncture des entreprises du Mali. Le document de 24 pages fait ressortir des progrès dans l'économie des entreprises et des affaires en 2014. On est arrivé donc au résultat que les entreprises ont tenu malgré la crise qu'on a connue en 92. Il y en a qui ont fermé, mais c'était souvent des fermetures temporaires. Il y en a qui ont baissé les activités et globalement, elles ont maintenu les emplois. Et leurs résultats ont commencé à venir aussi pour un tiers environ. Et ce qu'il faut dire que les entreprises ont continué aussi à investir. Initiée par le Conseil national du patronat du Mali, cette enquête vise à attirer l'attention des décideurs sur l'état de nos entreprises afin de trouver des leviers pour leur meilleure promotion. Ce document-là, nous allons l'envoyer à l'ensemble des membres du gouvernement dans les cabinets pour que ces décideurs-là puissent prendre en compte ce que pensent les chefs d'entreprise par rapport à la crise. Au CNPM, on va prendre en compte les questions qui ont été posées par les chefs d'entreprise. Nous allons prendre en compte aussi ce qui a manqué. Les gens, d'une année à une autre, il faudra que nous puissions comparer. Près de 160 entreprises ont été concernées par cette enquête de Kai Amopti. Le baromètre fait ressortir comment les entreprises au Mali se créent et se développent et surtout leur évolution morale et les priorités des chefs d'entreprise au regard des enjeux économiques. La Coordination nationale des droits de l'homme, CNDH, en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert et l'Organisation internationale de la francophonie, lance la 3e édition de la Semaine des droits de l'homme à la Faculté des droits de Bamako. Cette édition de 2014 a pour thème 2 ans après quelle avancée sur les droits de l'homme dans notre pays. Il s'agit pour les organisateurs, durant une semaine, de faire des communications sur la situation des droits de l'homme. Compte rendu, Lamine Keita. Le 10 décembre est célébré au Mali à l'instar des autres pays comme la Journée internationale des droits de l'homme. Pour marquer l'événement, la Coordination nationale des droits de l'homme a lancé la 3e édition de ses activités. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme devrait nous servir de point de départ pour une meilleure protection des droits de l'homme au bénéfice de tous les citoyens et de toutes les citoyennes du Mali. Pour une sortie de crise durable, il y a besoin de faire la lumière sur les crimes du passé et du présent. Cela apparaît fondamental
au regard d'une histoire nationale. En relation avec la récente ou actuelle situation sociopolitique au Mali, les attentes des populations restent nombreuses quant à la lutte contre l'impunité et la corruption. Quant aux représentants des ministres de la Justice, garde des Sceaux, il a placé cette 3e édition dans un contexte de rappel afin de trouver, dit-il, une solution durable aux problèmes des droits de l'homme dans notre pays. La 3e édition de la Semaine des droits de l'homme s'inscrit dans un contexte de post-crise. Elle sera donc l'occasion de mettre l'accent sur les processus de la justice transitionnelle, de la lutte contre l'impunité et de la réconciliation enclenchée avec les autorités maliennes afin de favoriser la paix et le vivre ensemble. L'événement a été suivi par la remise des rapports annuels 2013 sur les droits de l'homme aux autorités et d'une conférence débat aux étudiants de la faculté des droits de l'homme. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est le volume financier injecté par la Commission européenne pour l'aide humanitaire au projet du cadre commun WASH. Ce projet vise à améliorer le système d'approvisionnement en eau potable dans les régions de Gao et Tombouctou. 6 organisations non gouvernementales ont en charge l'exécution de ce programme. Tombouctou, le point avec Yeya Tandina. Elles sont au total 5 ONG et une agence onusienne à initier cet ambitieux programme. Amélioration du système d'approvisionnement en eau potable dans les régions de Gao et Tombouctou. Le programme cadre commun WATCH est financé par le bureau d'urgence de la Commission européenne. L'objectif principal est l'accès à l'eau en quantité et en qualité pour les populations bénéficiaires. Quand on a eu la chance de recevoir des fonds de nos collègues du développement, du 10e FED, et on l'exécute par ECHO. En ce moment, on a un montant qui est plus ou moins 3 millions d'euros, mais c'est un programme très flexible. Ce cadre commun est composé de solidarité internationale, Elvia, ACF, Oxfam, UNICEF et Handicap International. Les 5 ONG qui travaillent dans ce cadre commun ont constaté avec l'UNICEF et aussi avec le bailleur de fonds ECHO, la Commission européenne, qu'il y avait un besoin de relier des projets humanitaires dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, de l'eau potable notamment. Le lancement de cet important programme me donne encore une fois de plus l'occasion de réitérer mes remerciements pour les actions salvatrices envisagées en faveur des populations affectées par la crise politico-sécuritaire alimentaire dans la région de Tombouctou. La cérémonie de lancement a regroupé les autorités locales et administratives des 5 cercles de la 6e région. Remise d'équipements aux 6 centres de santé secondaires de district sanitaire de Djema et à ceux de Farabougou, Djankoulté, Kamara, Bema et Madiga Sako. À ce don de l'ONG, la MANEF Mali, d'une valeur de plus de 14 milliards de francs CFA, permettra de mieux renforcer les plateaux techniques des centres bénéficiaires. Le récit de notre envoyé spécial Mahamadi Aliou Bari. Plus de 14 millions de francs CFA, c'est la valeur de matériel et d'équipements sanitaires que l'ONG Yamane Mali vient d'offrir au CSCOM, un centre de santé secondaire du district sanitaire de Djema. Ce don est composé de 5 frigos solaires, de 6 tables d'accouchement et de consultation, de 6 armoires, des lits et des kits de lavage des mains. C'est pour leur permettre de mener à bien leurs activités et puis de diminuer la difficulté due à l'accouchement. Ces matériels et équipements permettront de mieux renforcer le plateau technique des centres de santé bénéficiaires en matière de prise en charge des malades et de conservation de vaccins. Cette noble action servira sans doute à résoudre une partie de l'insuffisance de matériel et d'équipements à laquelle le district sanitaire de Djema est confronté. L'ONG intervient dans le district sanitaire de Djema depuis 2010. C'est des biens d'autrui qui ont eu le courage et l'amour de vous servir. Il vous appartient à vous, responsables et bénéficiaires de ces matériels, de tenir compte de cela et de les gérer convenablement. Cette action de Yamane Mali s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Femmes maliennes, droits sexuels et reproductifs », un projet qui a comme but de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le cercle de Djema. 15 millions de francs CFA, c'est la valeur de 20 motos Jakarta adaptées que le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord met à la disposition des personnes en situation de handicap. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Nouroum Sissoko était présent.
Ce sont 20 motos Jakarta adaptées aux personnes handicapées qui ont été remises à la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, FEMA. L'appui émane du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. La valeur de la logistique est estimée à 15 millions de francs CFA. Il y a 5 motos pour l'orchestre Benso. Il y a également aussi 5 motos pour la troupe INESO que vous avez vu maintenant en prestation. Et il y a également aussi 5 pour les sportifs handicapés et il y a 5 autres pour la FEMA. Les bénéficiaires trouvent le geste pertinent. Nous sommes dans un cadre associatif. Nous avons des réunions, il y a l'orchestre, il y a plein d'autres activités que nous devons mener. Mais ceci étant, si on est assez loin, souvent ça peut causer des désagréments quant au déplacement. Ce don s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre. C'est pourquoi la remise a été couplée à une animation culturelle au cours de laquelle les orchestres et troupes de personnes handicapées ont montré leur savoir-faire. Ils ont véhiculé des messages sur la stigmatisation des handicapés ainsi que la prévention de la fièvre à virus Ebola. Démarrage des journées d'insémination artificielle et de sensibilisation des acteurs de la filière bétail. Ces journées sont animées par l'Association nationale des producteurs de la viande rouge du Maroc qui ont la maîtrise de cette biotechnique. On le rappelle, le roi Mohamed VI, lors de sa visite dans notre pays, avait remis 125 000 doses de semences pour les éleveurs. Ibrahima Tchokari. Une campagne qui débute par une sensibilisation des acteurs sur la biotechnique. Une technique qui utilise les spermes mâles dont les qualités génétiques sont élevées. L'insémination artificielle est un moyen pour augmenter le lait et la viande. 5 axes sont retenus pour la sensibilisation. Bamako Kassela, Bamako Katinegela, Bamako Sanankoroba, Bamako Sibi, Bamako Kiemfala. Le Mali dispose d'un cheptel bovin extrêmement important. Malheureusement, son élevage est loin de couvrir les besoins en lait d'une population en forte croissance. Le potentiel de nos races locales constitue l'une des contraintes majeures à la production et la productivité des troupeaux bovins. Nous sommes ici pour accompagner les éleveurs maliens et partager avec eux notre expérience que nous estimons réussie au Maroc dans le cadre de l'amélioration génétique et l'augmentation de la production laitière et la production de viande au Maroc. Le partenariat Mali-Maroc est bien apprécié ici. C'est un engagement réel de nos éleveurs par rapport à l'insémination artificielle qui a apporté le maximum aujourd'hui et qui a permis au Maroc d'être autosuffisant par rapport à sa consommation de lait. Bien exécuté avec l'appui renouvelé de la partie marocaine, le programme d'insémination artificielle devra offrir des races de haute performance. Fin de la journée nationale du karité initiée par l'Association malienne des professionnels de la filière. La journée a été l'occasion pour le public d'apprécier le savoir-faire des acteurs du secteur. Elle a été aussi un espace d'échange entre la Procam, les producteurs et commerçants et les transformateurs. Al-Jumatina était présent. La 3e édition de la Journée nationale du karité s'est déroulée cette année au centre du secteur privé à Bamako. Organisée à l'initiative de l'Association malienne des professionnels du karité à Procam, avec le soutien financier du projet cadre, cette journée nationale a été un lieu d'échange entre les chercheurs et acteurs au développement pour booster la production et la commercialisation du karité, partager les expériences entre les transformateurs et répertorier les switches d'opportunités sur le marché international. Le karité connaît de nos jours une certaine dynamique dans l'agro-industrie, la fabrication des produits pharmaceutiques. Les acteurs de karité, notamment les femmes, sont au cœur de l'approche conceptuelle du cadre intégré. Et donc, depuis, nous accompagnons les acteurs de karité dans les événements internationaux, tels que l'Alliance globale pour le karité, qui s'est tenue la dernière édition à Abidjan, et nous nous apprêtons pour 2015 à Ouaga. Bien avant, nous étions à Accra aussi. Le projet cadre intégré accompagne et soutient tous les acteurs de la filière pour la participation aux foires ou rencontres internationales, comme Global Karité tenue à Abidjan en 2014 et celle de Ouaga prévue pour 2015. La valeur marchande et économique du karité à travers les amendes, le beurre et les produits dérivés ne sont plus à démontrer. En effet, quand les producteurs, les transformateurs, les commerçants de karité gagnent plus, ils fréquentent les banques, ils fréquentent les caisses d'épargne
les centres de santé, ils enverront les enfants à l'école. Voici autant d'avantages socio-économiques que procure le Carité. Pour cette 3e édition, des concours culinaires ont vu certaines de nos sœurs produire des pâtes et des croissants à base du Carité. Le journaliste sensible au conflit était au centre d'une rencontre qui vient de se tenir à Niamey au Niger. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer le professionnalisme des journalistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso sur le traitement de l'information en période de crise. Et les participants ont beaucoup apprécié la manière dont les confrères du nord du Mali ont traité les informations. Envoyé spécial à Niamey, Adama Djimde, mais avec la voix de Rachel Tessou ici à Bamako. Ils sont une trentaine de journalistes de la radio, de la télévision et de la presse écrite venus du Mali, du Niger et du Burkina à prendre part à cette conférence. La rencontre était axée sur le thème « Journalisme sensible au conflit ». Un concept qui décrit les violences, cherche les causes tout en mettant en avant les solutions. La Deutsche Welle Academy avait une bonne raison en initiant cette rencontre. C'est 3 pays voisins et c'est aussi les 3 pays qui sont liés par rapport aux conflits, aux tensions, aux crises, aux guerres même dans cette région sahélienne. Et c'est pour cela qu'on s'intéresse à contribuer avec donc un savoir comment traiter les sujets pendant des temps de crise. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la stabilité dans les pays du Sahel. Elle se veut une contribution à la promotion de la paix par les médias. Malgré les risques sécuritaires, le travail abattu par les journalistes du nord du Mali pendant la crise a été bien apprécié à Niamey. Nous avons eu un exemple d'un journaliste malien qui nous a expliqué comment écrire en termes de crise. Et ça a fait école. Parce que aujourd'hui, la trentaine de journalistes qui a eu la chance de participer à cette formation va vraiment prendre l'exemple du Mali pour savoir comment écrire. Au finish, les participants ont créé un blog et réalisé des reportages relatifs au journalisme sensible au conflit. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mohamed Ali Bachili, a pris part du 27 au 30 novembre dernier à Marrakech, au Maroc, à la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme. Cette cérémonie des défenseurs des droits de l'homme a été d'autant plus importante qu'elle s'est tenue dans le sillage de changements et de défis mondiaux qui requièrent des réponses globales, réfléchies et concertées. Le forum s'est déroulé dans un cadre d'échange et de débat sur les enjeux émergents des droits de l'homme. Des images qui nous ont été rapportées par le ministère de la Justice. L'UNESCO va mobiliser des fonds pour la restauration du patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits. La déclaration est de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova. C'était à l'occasion de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO, Dr Oumar Keïta. Ce dernier a profité de l'occasion pour exposer certains projets culturels de notre pays, parmi lesquels la construction d'une grande bibliothèque universitaire, l'organisation des États généraux de la culture, des projets que l'UNESCO va accompagner. Nous vous proposons d'écouter un extrait de propos de la directrice générale de l'UNESCO. C'est une occasion, je dirais, très heureuse pour nous parce que la remise de lettres de créance du nouvel ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO pour nous est importante et c'était une occasion aussi de renouveler l'engagement, de parler de notre coopération, engagement envers le président Keïta et je dirais les efforts du président et du gouvernement de traverser une phase difficile mais en même temps de travailler pour la culture de la paix, pour la réconciliation, pour le développement du pays. Et nous avons mis le point sur la nécessité d'apporter une contribution en ce qui concerne l'éducation de qualité, aussi dans le domaine du patrimoine. J'ai rencontré très récemment le président Keïta à Dakar. On a encore une fois parlé de notre coopération. Et en plus, le Mali occupe une place aujourd'hui importante en tant que membre du Conseil exécutif.
La deuxième édition des rencontres cinématographiques de Bamako au Festival international de Niamina se tiendra le samedi prochain à Magic Cinéma ex-Babemba de Bamako. La particularité de l'édition 2014 est ce que cette année, l'événement se passe en une journée autour du thème l'éducation au développement durable. Deux invités de marque prendront part à ce rendez-vous. Il s'agit de deux réalisateurs sénégalais, cofondateurs de l'UCKO, Clarence Thomas Delgado et Jacques Dokoku. J'arrive à bien prononcer les noms, évoquent ici l'importance du thème et les enjeux qui sont ceux du cinéma d'aujourd'hui. Ils sont au micro de Sori Ibrahima Keita. On est un peu les pionniers de l'UCKO, qui est l'union des faiseurs de films. Je trouve qu'il y avait un beau challenge. Ce qu'on voudrait, c'est arriver à faire prendre conscience à nos jeunes de s'approprier de leur propre culture et de leur propre éducation. Je crois qu'on est tellement influencé par ce qui vient de l'étranger, et ce qui nous tombe sur la tête et il faudrait qu'on arrive à donner envie pour que les jeunes puissent déconnecter et pour qu'ils puissent se retrouver dans la lecture de tout ce qui nous tombe comme image dans le monde. Pour nos productions, là, il y a un problème de marché. Nos pays étant très petits, donc il fallait éventuellement créer un marché. Donc je crois avec l'initiative de Souleymane Cissé, ce que nous avons partagé, c'est pour cela que nous avons créé ça. Nous sommes encore de retour ici. Quand nous voyons dans le comportement de la jeunesse maintenant, on se demande, mais par rapport à nous, l'éducation que nous avons eue, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il va falloir que nous puissions être présents. Même si c'est la télé, déjà on a dit qu'il n'y a plus de salles de cinéma. Et maintenant, je me rappelle que le grand frère Saint-Ben Ousmane, il fut un moment, on était au FESPACO, et il a dit qu'il faut que nous puissions arriver à prendre nos petits écrans. Et le combat continue toujours. Je pense qu'avec ce thème-là, nous pensons que nous pouvons amener les gens, faire un plaidoyer par rapport aux autorités afin qu'ils puissent introduire maintenant l'éducation du cinéma dans nos écoles. Miss ORTM 2014, c'est cette nuit. Tout à l'heure donc sera connue la plus belle fille du Mali. Déjà l'équipe de l'ORTM est en place au Centre international de conférence de Bamako pour assurer la retransmission en direct de l'événement. De très grands moyens sécuritaires et sanitaires sont en place pour un bon déroulement de la soirée qui va désigner encore une fois la plus belle fille du Mali. Sans plus tarder, nous allons essayer de rentrer en contact avec Aboubacar Diawara qui est en place au Centre international de conférence de Bamako. Aboubacar Diawara. Oui, bonsoir. Aux téléspectateurs de l'ERTM, tu l'as dit, hein, l'ERTM fidèle n'est-ce pas à sa réputation de passion des services publics à travers ce comité syndical a mis encore une fois de plus les petits plats dans les grands. Faut-il le rappeler, ça faisait juste 2 ans que l'URTM n'avait pas connu une élection de la plus belle fille de son pays. Et en 2012, c'était la nuit, n'est-ce pas, pour rendre hommage aux déplacés du Nord à travers la nuit de la solidarité. En 2013, c'était la nuit de la réconciliation. Et le comité syndical revient encore une fois de plus. Et cette année, le thème, c'est la paix et la réconciliation. Et encore, eh bien, la lutte contre la maladie à virus Ebola. Voilà, Aboubacar Diawara, faut-il le rappeler, grand P. Depuis le Centre international de conférence de Bamako où va se dérouler tout à l'heure, dans exactement 30 minutes, l'élection de la plus belle fille du Mali. Retenons notre souffle et puis nous serons à mesure de vous proposer cet événement en direct, le RTM dans sa mission de service public. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Vous n'allez pas quitter vos positions d'écoute après moi. Juste avant d'aller au Centre international de conférence de Bamako, vous pourrez suivre l'entretien qu'a accordé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, sur le 4e round des pourparlers d'Alger. Un entretien réalisé par Amadou Sankaré. Voilà,
Merci, bonne soirée et bon événement sur l'ORTM, l'élection de Miss ORTM 2014. Au revoir.